C'est New World Forum. Merci de rester avec nous. Nous parlons du Mali cette semaine. Le Mali tient-il tête à la CEDEAO? C'est le thème du jour et nous en parlons avec Egewe Sogoyou. Il est journaliste, ancien ambassadeur. King Dojro, expert en structuration de projets PPP, partenariat public-privé. Et Jerry Tama, député à l'Assemblée nationale. Il est le président du groupe parlementaire NET, son parti politique, Nouvel Engagement Togolais et PDP. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs peuvent nous rejoindre à travers leurs questions écrites via WhatsApp. Le numéro défile à l'écran. Mais pour cette seconde partie, je voudrais commencer avec vous, Monsieur Dojro. Entre autres mesures évoquées par les Maliens comme résilience aux sanctions de la CEDEAO, on a évoqué sur les réseaux sociaux la sortie de la CEDEAO possible, mais aussi la création d'une monnaie malienne. En tant qu'expert en finance, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là, Monsieur Dojro? Bon, et avant même d'arriver à la monnaie, à la question relative à la monnaie, redéfinition de l'économie. Je vais toujours ça parce que l'économie, c'est l'activité qui consiste à satisfaire nos besoins par le bien et le service. L'économie, c'est un ensemble. Dans cet ensemble, il y a trois choses majeures. Il y a l'offre, la demande. Et il y a une troisième chose qui rentre dedans, qui est l'instrument de transaction, donc la monnaie. La monnaie est arrivée à la troisième position. C'est comme zéro dans un ensemble. La monnaie représente 0 dans un ensemble. L'offre représente 1, la demande représente 2, mais 0 ne prend que de la valeur si il est aligné à côté de 1 ou de 2. On est d'accord? Les Maliens, avec le CFA ou pas CFA, traditionnellement, nous avons démontré qu'on peut faire des transactions commerciales sans la monnaie, et ça continue jusqu'à présent. Quand nous signons des contrats échange de marchandises, on fait exclusion systématiquement de l'usage de la monnaie. Donc la question de monnaie, quand on l'évoque de façon récurrente, je me dis, ça devient un sujet politique. Ce n'est même plus rationnel. Parce que quand vous êtes un pays et que vous savez que vous devez vivre d'une économie, que votre activité principale c'est l'économie qui va permettre à ce que vous puissiez, vous en tant que l'État, percevoir des revenus fiscaux et autres pour pouvoir faire face à vos besoins de fonctionnement. Bien évidemment, la monnaie interviendra. Que ce soit le CFA, que ce soit le CIRI, que ce soit X, la monnaie interviendra, mais à condition que vous maîtrisez votre activité économique. Aujourd'hui, la faiblesse même de nos économies ne dépend pas de la monnaie que nous utilisons, mais dépend du modèle de notre économie qui est orienté sur l'import, plus de 80%. Aujourd'hui, si le sujet du Mali, est-ce que c'est un sujet de l'économie malienne? Mais non, c'est plutôt un sujet purement politique. Et les politiques ont puni l'État malien, ils l'ont privé après ce mariage communautaire. Et c'est pourquoi là, je viens rapidement m'inscrire en faux contre les propos de notre ami Jerry Tama, monsieur Jerry Tama, qui dit si le Mali n'est pas d'accord, on n'a qu'à sortir de la communauté. Mais je dis non. Il y a un souci. Quand vous rentrez dans une communauté, vous abandonnez vos droits, une bonne partie de vos droits de souveraineté. C'est comme une femme et un homme. Vous rencontrez la jeune fille dans la rue, vous lui faites la cour, elle va accepter, elle abandonne sa maison, elle abandonne sa famille, elle abandonne tout, elle se soumet abandonne à toi. Les concurrents. Pardon? Abandonne les concurrents. Abandonne bien sûr les concurrents, le confort dans lequel il était ou pas. Et puis le jour au lendemain, vous le mariez, vous après 30 ans de mariage, vous l'avez épuisé, vous avez des relations, elle vous a aidé à construire votre maison, à construire votre vie, elle a participé à tout ce que vous êtes devenu, vous lui dites non, aujourd'hui je ne te donne plus à manger parce que tu es allé voir ta maman hier à la maison sans ma permission, donc je te punis. Parce que tu es allé parler à tes frères à mon insu, je te punis, je ne te donne plus l'argent de poche. Et pourtant, cette dernière a contribué à te construire pendant 30 ans. Et tu me dis, si tu n'es pas d'accord de mes punitions, sors de ma maison. Je pense que c'est un abus en fait. C'est un abus de la part des chefs d'État de la CEDEAO qui punissent l'État malien qui a contribué tant à l'économie, à la création, à la force même de l'UEMOA. Parce que la communauté a une force.
Perdre un membre de la communauté, c'est fragiliser la communauté. La femme qui a construit ta vie avec toi, fait tes enfants avec toi, tu la chasses un jour après que vous avez 5 enfants, tu te fais couper toi-même un de tes membres. Aujourd'hui, la solution n'est pas dit si le Mali veut sortir de la CEDEAO, qu'elle sorte, mais est-ce qu'on sait la contribution du Mali dans la CEDEAO depuis lors? Le Mali a trop contribué au développement et au maintien de la monnaie qui est le CFA que nous utilisons dans l'espace UEMOA, sa stabilité vis-à-vis de nos transactions à l'extérieur. D'où vous allez voir pourquoi est-ce que des fois nous ne sommes pas souvent en rupture de devises dans la sous-région. C'est parce qu'on a communalisé nos efforts. Sinon, certains pays devaient être en rupture de devises dans leurs transactions internationales. Donc, le Mali contribue et continue de contribuer, a contribué énormément à la stabilité monétaire de notre espace. Et aujourd'hui, sur des décisions politiques, vous punissez ce pays, vous le mettez dos au mur, et que d'autres soutiennent que si il ne peut pas supporter, il n'a qu'à sortir. Pour moi, c'est un véritable abus. Et que si j'étais un État malien, je porterais contre celui qui m'abuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire. Attendez-vous à une plainte. Je vais revenir. Parce que contre tout abus, il faut vraiment faire valoir ses droits. Alors, je veux revenir sur la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui l'État malien envisage battre sa propre monnaie. Mais je vais vous dire. L'État malien, c'est d'abord pas sa première préoccupation parce qu'ils sont rentrés dans une réalité de la vie, de gouvernance, de la chose publique. Ils ont compris qu'aujourd'hui, on a fermé les robinets de la BCEAO. L'économie aujourd'hui est orientée sur une monnaie fiduciaire. Ils sortent l'argent de leur banque. Toute transaction aujourd'hui au Mali se fait cash to cash. Donc, hier, si nous luttons pour une bancarisation de nos populations, le Mali recule, il n'y a plus de bancarisation. Est-ce que ça ne va pas développer la corruption? C'est quoi vous appelez la corruption? Quand nos pays ont des salaires faibles et que les citoyens qui sont des fonctionnaires sont obligés de mendier pour pouvoir subvenir à leurs besoins, vous parlez de la corruption? Là, ce n'est pas la corruption. Nous parlons de l'économie. Vous comprenez? La corruption, c'est carrément autre chose. Si vous allez voir un employé de la mairie, vous voulez légaliser un document, il vous demande 1000 francs pour le faire. C'est parce qu'il a faim, parce que son salaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins de façon adéquate, qu'il demande 500 francs. Il ne peut pas aller voler. Est-ce que vous comprenez? Non, ce n'est pas la corruption. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, les Maliens, ils tiennent déjà leur économie. Ce sont des grands commerçants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de renforcer leur capacité de production pour ne plus dépendre des pays de la sous-région qui leur fournissaient des produits vivriers. D'où ils ont orienté une bonne partie de leur finances vers le développement d'abord, du coton, parce qu'ils veulent vraiment produire assez de coton cette année. Ouais, ils en sont ils sont les premiers. Oui, mais il faut augmenter le volume d'ailleurs. Ils ont déjà financé, ils ont mis des fonds sur place pour pouvoir financer. Ils ont même voté un fonds de garantie de 50 milliards, dont 8 milliards sont seulement employés jusqu'à ce jour. Et ce fonds est destiné à booster la production agricole des produits vivriers. Ils prennent déjà des mesures. N'oubliez pas que malgré que la CEDEAO est en train de les punir, la Banque mondiale continue de les soutenir. Et ils ont un budget autonome. Ils disent nous ne voulons plus d'aide. Notre budget nous suffit. À la fin de la journée, bien évidemment, si l'UEMOA continue de bloquer les avoirs du Mali dans la banque centrale, pour moi c'est un braquage. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront contraints effectivement de remplacer cette monnaie fiduciaire par un autre papier dans l'espace avec lequel ils vont commercer, bien évidemment, parce que plus la crise dure, plus la punition, l'exclusion dure, ils vont arriver à ce niveau-là. Étant donné qu'il n'y aura plus de CFA dans les banques, ils seront obligés à la fin de remplacer ce papier qui est appelé CFA par un autre papier. Mais pour l'instant, ils sont dans une démarche d'abord de sortir tous les fonds de leur banque. Parce qu'il n'y a plus de transaction avec la BCEAO. Qu'est-ce qui se passe? On fait un commerce basé sur l'instrument fiduciaire. Apparemment, ce qui se fait au Mali, ça ressemble à tout sauf à un pilotage à vue.
Ça me semble quand même qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent derrière. Il y a des économistes parmi eux. Mais attends, le Mali, comme il l'a dit, c'est des commerçants. Et tout bon commerçant sait gérer son économie. Les Maliens ne pilotent pas du tout à vue. Surtout quand vous êtes dans des problèmes de cette taille, vous ne pouvez pas vous permettre de piloter à vie. À vue. C'est-à-dire que vous deviez tout calculer avant d'avancer d'un seul pas. Mais disons, le problème du Mali, il y a tellement d'injustices qu'on se demande comment des gens qui condamnent le Mali la nuit se couchent et puis trouvent le sommeil. Il y a tellement d'injustices sur le Mali. Pour la seule faute, en fait, on ne l'a pas encore dit, hein, le crime du Mali, c'est d'avoir invité les Russes. C'est tout. Alors, les Russes sont là, l'armée malienne remporte de bonnes victoires sur le terrain, mais de temps à autre, ceux que nous connaissons organisent l'assassinat de certains militaires, histoire de prouver que, vous dites que vous êtes en sécurité, rien ne marche. Donc, il y a tellement d'injustice sur le Mali que ce n'est pas normal que les Africains que nous sommes, on se couche la nuit et qu'on trouve du sommeil. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je dis ceci. Je disais tantôt que c'est hier à Accra qu'on s'est souvenu qu'il y a eu coup d'État au Burkina, il y a eu coup d'État en Guinée. Mais personne ne les touche. Parce qu'on connaît qui, leur coup d'État garantissent les intérêts de qui. Pourquoi le Mali, tout le monde est devenu complètement fou, amok, comme on dirait, fou furieux contre le Mali? Et en dehors de la CEDEAO, il y a le Tchad qui n'a jamais avancé une date pour les élections. Mais pourquoi ils vont avancer des dates pour les élections? Ils ont des problèmes, ils veulent les résoudre. Moi, je ne suis pas partisan des coups d'État. Mais quand un officier se dit ça suffit et il fait un coup d'État, c'est qu'il est prêt à engager sa vie. Mais il faut qu'il engage sa vie pour le peuple. Le Tchad, mais écoutez, c'est le sommet du scandale. Hein? On a tué Déby. Les autres ont fait des coups d'État sans tuer personne. On a tué Déby. Macron a pris son avion, il a atterri à N'Djamena. On va me parler encore de la théorie du complot. Il n'y a pas de complot. Il est allé à N'Djamena, on l'a vu, pour soutenir celui à qui le crime profite. Je ne dis pas qu'il a tué son père, mais le crime du père profite au fils. Macron est allé le soutenir. Et puis personne ne dit rien. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi en Afrique, des pays qui se disent civilisés, démocratiques, droits de l'homme, liberté d'expression, peuvent semer tout ce bordel où il n'y a aucun principe, on fait ce qu'on veut selon nos intérêts du moment. Si nous les Africains, nous continuons, je l'ai déjà dit ici la dernière fois, que si nous continuons de raisonner comme Macron, qu'il y a de bons coups d'État qu'il faut soutenir à N'Djamena, et de mauvais coups d'État qu'il faut condamner au Mali, mais vous risquez d'avoir des coups d'État chaque matin, midi, soir. Suffit que vous vous assuriez du soutien de la France. Est-ce que vous voyez ce qui va arriver? Aujourd'hui, si vous voulez faire coup d'État dans un pays, le Drian, Parly, ils disent, bon, on vous soutient, vous faites coup d'État. Personne ne vous fera rien. Le petit Tchadien, on ne lui fait rien, il est là. Je l'ai vu, j'ai dit la dernière fois, il portait un costume, c'est impensable quand on sait comment il s'habille d'habitude. Donc, il faut qu'on arrête les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais c'est ce que la France fait en Afrique. Ouais. Alors, directement, on a évoqué le cas de la Guinée, du Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de deux poids, deux mesures? Surtout au Burkina, il y a eu coup d'État. Le président élu est toujours en détention. Ils disent qu'ils veulent faire 3 ans avant d'organiser les élections. Mais la CEDEAO n'a pas levé le petit doigt. Non, deux choses. La première, c'est que je voulais dire à M. Kegewe que ça devait l'empêcher lui-même de dormir, puisqu'il appartient à une famille politique qui dirige le pays et qui a fait donc la condamnation. Nous ne dormons pas. Bah oui, donc c'est bien. Ça me Nous, on ne dort pas. Voilà, oui. Il faut trouver une solution. Robert Doucet ne dort pas. Il faut trouver une solution pour sortir de cette situation. Robert Doucet ne et comme dort je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord, on dit non. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être d'accord et après venir nous dire ici que les gens ne dorment pas. Donc voilà, moi je suis de l'opposition au Togo, donc il appartient à une famille politique qui est en phase avec la CEDEAO. Et vous dormez sur vos 2 oreilles? Non, moi je suis pas, j'ai pas besoin de savoir si je dors ou je ne dors pas. Voilà, donc il faut savoir quand même. Ça me rassure qu'il ne dort pas et que toute sa famille politique ne dort pas. Ce que je voudrais dire, il y a 3 choses que je voudrais dire. La première, c'est que les amis, vous faites comme si le Mali est le premier pays à être condamné suite à un coup d'État.
Non, on a ces sanctions, attendez, Non, c'est puni, le Mali est puni, monsieur Thierry. ces sanctions sont sans pareil. On est bien d'accord que quand vous parlez, je me tais. Ok. Bon, maintenant, si vous voulez plus. Non, ça va. Quand vous parlez, je me tais. Non, ça va. Ayez aussi tu la peux parler, on se tait. décence de laisser Sauf moi, je parle quand je veux. Oui, maintenant, quand tu me donnes la parole, il faut peut-être avoir la décence de me laisser parler. Oui. Voilà. Il y a un pays où on envoie même une force militaire. Gambie. La Gambie. On envoie une force militaire pour déloger un président. Il y a c'est systématique. Quand Sanogo a fait son coup d'État, sanction de la CEDEAO. Quand au Togo, on a eu en 2005, sanction de la CEDEAO. Quand on a eu en Guinée-Bissau tout récemment, sanction de la CEDEAO. Au fait, aujourd'hui, vous êtes en train de présenter la situation comme si le Mali est le seul pays à avoir eu des sanctions par rapport à une situation. Laissez-moi terminer. Premier élément. Donc, vous dites punition. Je répète encore que quand vous prenez le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, les coups d'État sont interdits et la CEDEAO, c'est comme un truc. On appuie dès qu'il y a un coup d'État. On peut reprocher à cette mesure-là. Mais c'est une mesure qui est appliquée systématiquement dès qu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel. Dans tous les pays. Donc, il ne s'agit pas d'une exception. J'ai parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire en 2010, où nous avons eu aussi les sanctions de l'UEMOA. Premier élément. Deuxième élément, ne confondons pas l'UEMOA et CEDEAO. Que le Mali contribue à l'économie de l'UEMOA, oui, mais la CEDEAO, je répète encore, que c'est la moitié de l'UEMOA constitue la moitié. Et on ne peut pas aujourd'hui considérer que les autres pays de la anglophone, lusophone, qui sont aujourd'hui là, ne sont complètement assujettis aux pays uniquement francophones. Donc il y a des mesures, je rappelle encore que ces mesures-là s'appliquent systématiquement à tous les pays. Et la plupart du temps, comme ça s'est passé au Togo, dès qu'on a mis les sanctions, les gens ont reculé. Et moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas, au Mali comme d'autres pays, faire comme au Togo, c'est-à-dire que se conformer et rentrer dans le Conseil des Nations. Mais après, je le répète encore, on peut décider tout simplement de ne pas entrer dans la logique. Et concernant la question de dire si on n'est pas d'accord, on part. Mais je rappelle encore que la Mauritanie, au moment où on a trouvé que ses intérêts ne sont pas en conformité avec la CEDEAO, est partie. Je rappelle aussi que la Guinée-Bissau, à un moment, a trouvé que, étant quand même un pays lusophone, a trouvé qu'elle trouvait des avantages dans la CEDEAO. Elle y est rentrée, elle est rentrée même dans l'UEMOA. Donc après, c'est des intérêts des pays, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, si je suis président du pays, du Togo, j'aurai peut-être des orientations qui seront différentes. Mais c'est des intérêts des pays. Après... Ouais. Maintenant, ma question sur le Burkina. Oui, non, je reviens. Maintenant, aujourd'hui, quand vous prenez le communiqué de la CEDEAO dit en ce qui concerne le Burkina, 3 choses. La première chose, libération de monsieur Kaboré. La deuxième chose, le calendrier de 36 mois ne leur correspond pas et qui demande à Burkina Faso de proposer à compter du 25 avril 2022 un calendrier raisonnable. Ça, c'est la deuxième chose que la CEDEAO dit. Et la troisième chose, c'est de dire que sur le plan humanitaire, il faut continuer à accompagner le Burkina Faso. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas, parce que vous me faites passer comme une sorte de défenseur de la CEDEAO. Non, je ne suis pas un défenseur de la CEDEAO, mais je trouve que la CEDEAO est l'un des regroupements les plus intégrés. Et il y a une chose, moi je trouve quand même que quelque part vous êtes injuste vis-à-vis de la CEDEAO. Quand le 13 mars, Sanogo, après avoir pris le pouvoir, il a laissé les Touaregs prendre le nord du Mali et que la colonne des djihadistes commençait pas à descendre sur Bamako. Mais c'est les 15 pays de la CEDEAO qui ont envoyé les troupes. Moi j'étais là, j'étais pas encore dans l'armée, j'étais plus dans l'armée. Mais j'ai vu nos troupes quitter, on a même eu des accidents en cours de route parce qu'on allait secourir un frère. Donc aujourd'hui, vous faites fi de tout ça en disant, écoutez, nous on a perdu 17 personnes au Mali. Non, laissez-moi terminer. On ne peut pas te laisser si, dans ce cas-là, je vous couperai la parole. On ne peut pas aujourd'hui, après avoir perdu des gens, le Tchad a perdu 2300 personnes au Mali. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que des pays qui n'ont pas solidarité vis-à-vis du Mali envoient leurs troupes, qui perdent la vie quotidiennement parce que nous considérons que c'est un pays frère. On ne peut pas dire que non, mais que ces pays-là qui ont envoyé des troupes aller accompagner le Mali, comme on le fait dans d'autres pays. Moi, j'étais casque bleu en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'ont tiré dessus, ils m'ont raté heureusement d'ailleurs, sinon je ne serais pas là.
Mais parce qu'il y a cette solidarité-là qui existe. La Côte d'Ivoire, c'était la Missessi d'abord. On va laisser réagir rapidement les autres et passer aux Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que nous sommes complètement opposés. Oui. Quand je parle de la punition, je vais bien rappeler à notre cher ami que bien évidemment, en cas de violation de droit fondamental qui est la Constitution par coup d'État ou quelque nature, bien évidemment, les instances de la communauté ont décidé d'exclure systématiquement le pays à sa prise de participation dans les réunions. 2, ces citoyens ne sont plus éligibles aux postes aux différents postes de ces institutions. Voici les sanctions qui sont systématiquement appliquées par la CEDEAO. Je répondrai. Mais quand nous ramenons les sanctions à couper les citoyens, parce que la communauté, est-ce que la communauté est là pour punir les citoyens ou punir ou sanctionner ceux qui viennent de faire les auteurs de coups d'État? Ça, c'est la question de bon sens. Quand la CEDEAO va fermer les frontières, fermer les frontières terrestres et les frontières aériennes pour dire vous ne devez plus commercer, on ferme les banques, que la banque centrale de l'UEMOA ne doit plus. Là maintenant même l'UEMOA reçoit de l'ordre de la CEDEAO, ce qui je ne comprends pas la coloration entre ou bien le rapport entre la CEDEAO et l'UEMOA. Quand l'UEMOA exécute les ordres de la CEDEAO en matière économique et financière. On dit la BCEAO ne doit plus approvisionner les banques maliennes et que les banques maliennes sont déconnectées de la banque centrale, alors que l'État malien a ses avoirs dans cette banque centrale. Mais là, ce ne sont plus des sanctions, c'est une punition. On va du cadre réglementaire des sanctions parce qu'un État a violé les lois de la communauté à une punition de la population qui, sans doute, arrive à un moment, dit je me soulève contre l'injustice que le gouvernement s'y est en train de m'affliger et qu'à la suite, il y a un renversement du pouvoir en place. Je pense qu'on est en train de punir le peuple malien parce qu'ils se sont soulevés. Monsieur Tam a dit qu'il y avait des colonnes de Touareg qui arrivaient sur Bamako. D'où venaient les colonnes? De la Libye. Ils viennent de la Libye, bien Tous sûr. ces véhicules 4x4, c'est pour Kadhafi. Les armes, les 12, c'est tout pointé au ciel, c'est pour Kadhafi. L'argent dans des conteneurs, c'est pour Kadhafi. Et on leur a promis aux Touaregs, aidez-nous à zigouiller Kadhafi, on vous laisse faire. Alors, donc, ce n'est pas Sanogo qu'il faut accuser. C'est celui qui a envoyé ces Touaregs qu'il faut accuser. Maintenant, vous envoyez les gens envahir le Mali, vous dites que vous venez secourir, et 11 ans après, vous n'avez même pas encore pu tuer une mouche. Mais quand même, pour les Africains, mais nous sommes tout à fait reconnaissants à ce que nos armées font au Mali. Eux, ils ne gagnent rien. Le Togo n'ira pas exploiter une mine d'or au Mali parce qu'il a envoyé des soldats là-bas. Non. Le Togo ne va pas exiger des têtes de bétail au Mali parce qu'il a envoyé des soldats dont 17 sont morts. Non. On le fait par altruisme, par solidarité. Et c'est ça qui est bon. Mais quand on vient, on s'installe, on ne fout rien. On vous dit partez, vous dites non. Mais quand même. Mais nous sommes des Africains. Nous sommes des pays, oui ou non. Mais il faut resigner, il faut reconsidérer nos décrets d'indépendance pour dire que nous sommes des dom-toms de la France. C'est des territoires d'outre-mer. Des territoires d'outre-mer. Sinon, ça ne va pas. Je vous dis, vous avez donné l'exemple de la Gambie pour les condamnations de la CEDEAO, de la Guinée-Bissau, de tel. Dans quel cas, concernant ces pays, avant une réunion de la CEDEAO, un président français a dit les sanctions qu'on doit leur infliger? Non, la CEDEAO a décidé elle-même d'aller en Gambie mettre de l'ordre et personne n'a rien dit. Mais si, à la veille de la réunion de la CEDEAO qui a pris cette décision, l'ordre était venu de Paris, mais personne n'aurait suivi. Mais pourquoi vous ne faites pas des sondages dans nos pays pour savoir ce que les gens pensent de la situation au Mali? Il faut le faire, il faut risquer ça. Donc, je peux répondre? Oui, tu pourras répondre. Donc, là, on connaît les problèmes, on les voit, mais on fait semblant de ne pas les voir. Les jeeps qui déferlaient sur Bamako, on sait d'où elles viennent. Ouais, on va commencer par répondre aux téléspectateurs si vous souhaitez. 91 62 16, c'est notre fidèle Richard qui est de retour. Richard qui nous écrit de Kara. Que M. Tama connaît très bien. Le Mali est une bonne dynamique. En réalité, il ne s'agit aucunement de tenir tête, mais le Mali est réaliste et souverain. Ma préoccupation reste de savoir s'il n'y a pas de problème plus grave appelant la synergie des forces que la CEDEAO doit faire au lieu de s'acharner sur ce pays.
où mettons la lutte contre le terrorisme, le paludisme, la pauvreté, le sous-emploi des jeunes, etc. Jerry? Je réponds non, vous savez, je considère qu'aujourd'hui, et je le maintiens, la CEDEAO est une bonne dynamique. Le djihadisme et le terrorisme, tout ce qu'on appelle les groupes armés, je profite même pour rappeler un petit détail à M. Kegewe. Les Touaregs, la révolte de 2013, c'était la 6e révolte. La première révolte Touareg, c'est en 1963. Les Touaregs ont toujours fait des révoltes au Mali, au Niger. La première révolte même, c'était au Niger, avant d'arriver au Mali. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les Touaregs, c'est un peuple héréditaire qui a envie d'affumer son identité. Premier élément. Deuxième élément, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai toujours dit que s'il y avait une justice internationale aujourd'hui, M. Sarkozy, comme M. Bush en ce qui concerne la guerre d'Irak, serait aujourd'hui au tribunal ou bien au CPI, parce que la guerre de Libye est de la responsabilité de la France. Je n'ai jamais eu un autre discours que ça. Mais pour autant, en fonction des pays, je vous rappelle aussi que la frontière directe du Mali, ce n'est pas la Libye, mais c'est le Niger qui a une frontière directe. Il y a eu deux types de réactions. Les Nigériens ont mieux contenu la révolte, qui était transfrontalière. Ce n'est pas uniquement sur le Mali, qui était transfrontalière, où les armes sont rentrées. Ça, je suis parfaitement d'accord. Les Nigériens ont mieux géré la révolte des Touaregs, puisqu'il y a aussi un peuple Touareg au Niger qui veut aussi son indépendance. Une bonne partie des armes, c'est ce qui se retrouve avec le Boko Haram aujourd'hui, qui met la vie dure au Nigeria. Donc, aujourd'hui, on a une grande circulation des armes de la sous-région, et les pays, en fonction de leur capacité de réaction, certains pays réagissent mieux que d'autres. Ça, c'est l'élément. Maintenant, pour ce qui concerne le Mali, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on se focalise beaucoup plus. Parce que d'ici le 25, on aura donc des sanctions contre la Guinée et le Burkina Faso. Et puis quand vous regardez... Est-ce que la CEDEAO a les moyens de fermer les frontières à la fois au Mali, au Burkina, à la Guinée? Je ne souhaite pas une fermeture des frontières. C'est-à-dire que n'ayez pas l'impression que quelqu'un est content aujourd'hui que le Mali soit dans cette situation. Mais pour autant, je condamne et je condamnerai toujours les coups d'État. Nous ne pouvons pas. C'est que ce qui me paraît surprenant, c'est que des démocrates, ici sur un plateau, il y avait 3 démocrates qui semblent dire, écoutez, oui, moi je suis un ancien militaire. J'ai la maîtrise des armes. Mais je ne peux pas accepter que mon pays m'achète des armes pour moi et que je prenne ces armes-là pour déstabiliser les institutions de mon pays. Quand nous prenons les 3 pays dans lesquels on a fait des coups d'État, nous parlons aujourd'hui du Mali, où certes il y avait des manifestations, mais si M. Kegewe qui est en face de moi, quand on prend la valeur des manifestations qu'on a eu au Mali, et ce qu'au Togo, par exemple, ici on a fait le 12 juin 2012, ça n'a absolument rien à voir. On a des pays où il y a des manifestations, mais Est-ce que vous ne sentez pas une forme de synergie quand même des Maliens Attendez que je finisse. En relation avec les autorités de transition. Je dis que le principe doit être la condamnation des coups d'État. Maintenant, quand un coup d'État arrive, le principe de la CEDEAO, c'est de dire, faisons en sorte qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. C'est les principes de la CEDEAO. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais c'est les principes de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes dans une famille, ou bien aujourd'hui on prend le code pénal, on a un code pénal qui dit, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, quand le truc arrive, on dit non, finalement, il ne faut pas. Maintenant, oui, mais c'est pour ça qu'il existe un droit qu'on appelle les circonstances atténuantes. Oui, mais maintenant, c'est que si vous voulez faire les circonstances, vous le faites partout. Par exemple, quand on prend Non, pas partout, là où besoin est. Attendez, quand on prend les réactions de la CEDEAO par rapport au coup d'État en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée, c'est là où on parle de circonstances atténuantes. On a tenu compte de la situation, sans aucun doute de la situation sous-régionale, et on a donné de la main aux pouvoirs qui sont installés de fait en disant proposez-nous quelque chose. Aujourd'hui, si la CEDEAO est en train de lever le ton, c'est parce qu'il se trouve que ce soit dans le cas du Mali ou que ce soit de la Guinée ou que ce soit dans le cas du Burkina Faso, il n'y a pas un calendrier, un chronogramme qui est en train d'être proposé. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais c'est un fonctionnement que la CEDEAO fait systématiquement pour tous les pays de la sous-région. Maintenant, dernier élément, si vous permettez. Le protocole, il y a le protocole additionnel de la CEDEAO sur le refus de respect des obligations de la CEDEAO qui a été signé le 13 février 2012. Vous allez chercher le document et vous allez voir qu'une bonne partie des sanctions supplémentaires
sont allés puiser dans ce document-là. C'est vrai que la CEDEAO ne communique pas assez, moi je le regrette profondément, mais on peut aujourd'hui, moi je veux avoir une CEDEAO aujourd'hui qui soit plus, comme la question que votre ami a posée. Parce qu'on ne va pas rester dans ce juridique. Parce qu'il y a d'autres protocoles qui interdisent au pays de fermer les frontières aujourd'hui, vous avez une saisine de la... Il y a deux cours. Il y a la cour de l'UEMOA et il y a la cour de justice de la CEDEAO qui prend énormément de bonnes décisions. Aujourd'hui, si la décision de lever les sanctions venait de la cour de justice de la CEDEAO, elle aurait été contraignante par rapport aux décisions qui ont été prises. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en réalité, la décision aujourd'hui vient de l'UEMOA. Elle viendrait de la Cour de justice de la CEDEAO, même au Togo ici, vous savez, avec nos amis de l'ANC qui ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO se sont imposées à l'État togolais et l'État togolais s'est exécuté. Aujourd'hui, c'est une décision de l'UEMOA. Si c'était la CEDEAO, je pense qu'on aurait eu plus d'action. Je dois rectifier quelque chose. Le jeune qui a posé la question, ce que je voudrais lui dire, c'est que la CEDEAO, les pères fondateurs de la CEDEAO, avaient assigné à cette organisation un travail pour les peuples. Mais depuis un certain temps, la CEDEAO a fait son travail, elle a abattu un travail incroyable dans l'intégration régionale. Aujourd'hui, vous pouvez aller d'un pays à un autre sans qu'on vous embête sur le passeport, le visa, ceci. C'est extraordinaire, les gens ne le savent pas. Mais depuis que la CEDEAO a décidé de se mettre au garde-à-vous, le doigt sur la couture devant Macron, mais ce n'est plus la CEDEAO. Donc, ici, là, pourquoi on trie les résolutions? Celle-ci, on l'applique au Mali, mais celle-ci qui est avantageuse au Mali, on ne l'applique pas. Ça, c'est un. Les coups d'État sont interdits, monsieur Tama. Mais le coup d'État, là, c'est seulement militaire. C'est seulement coup d'État militaire qu'il y a dans le monde. C'est ce que je voulais dire au moment. Donc, quand à la veille des élections, le Guinéen change la constitution, il revient, après avoir zigouillé je ne sais combien de personnes, à la veille des élections, Ouattara change la constitution, il revient. Ce n'est pas de coup d'État. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Comme en 2002 avec votre famille politique aussi. Arrête ton baratin parce qu'en 2002, nous n'avons rien changé. Si. Nous n'avons rien changé. On a sauvé, on a sauté. On a sauté plus 228. On a sauté plus 229. Donc, les coups d'État. Plus 229, 95, 25, 75. Plus 229, 95, 25, 75. Bonjour, vous faites toujours un bon casting. Ah, merci pour les panélistes. J'adore les analyses du diplomate sur le plateau. C'est M. Kegewe, ancien ambassadeur. Il ferait un bon consultant pour cette chaîne. Ah ben... Recrutez-le. Moi, je vais travailler pour lui. Oui. M. Kegewe, envoyez-nous votre CV. Je vais le faire. Je vais le faire. Ma question pour vos invités est celle-ci. L'issue du conflit russo-ukrainien peut-elle avoir un impact sur l'avenir du Mali, Monsieur Dodjro? Bien évidemment, aujourd'hui, il convient toujours de rappeler que nous sommes dans une mondialisation très avancée. C'est Cyprien qui nous a écrit du Bénin. Ok. Ce n'est pas seulement au niveau du Mali que l'issue de ce conflit qui se passe aujourd'hui, très loin de nous, sera fatale. C'est pour tous les pays du monde entier. Parce que nous avons, qu'on le veut ou pas, nous avons des relations avec l'Ukraine, nous avons des relations avec la Russie. Donc du moment où la Russie est coupée du monde en termes d'approvisionnement ou en termes d'exportation de matières premières, c'est que c'est l'économie mondiale qui est en difficulté. Ok, le Mali entretient des relations privilégiées avec la Russie. D'où, pour ma part, une bonne partie des réactions épidémiques des pays occidentaux contre ce pays. Et on traite et on infantilise même les autorités de ce pays comme étant des sous-préfets. On leur interdit de ne pas traiter avec d'autres pays à part les Européens de l'Ouest. Vous voyez, ce qui me paraît bizarre, quand le Mali dit « J'étais en difficulté, j'ai construit ma maison, mais je suis dans un quartier de bandits. Je voudrais que vous, en tant que société de vigile, venez assurer ma sécurité la nuit. » 10 ans après, je dis « Ok, le quartier est sécurisé maintenant. » Ou alors vous ne faites pas ce que je demande. Sortez de chez moi. Vous me dites « Non, je ne peux pas sortir parce que vous m'avez pris. Il y a tous les bandits dans le quartier. » Et je prends une autre société pour assurer
ma sécurité, vous dites non, c'est pas normal, pourquoi tu peux prendre ça, vous me traitez de tous les noms d'oiseaux. Alors, aujourd'hui, le Mali s'impose, il renforce sa relation avec la Russie, et bien évidemment, si la Russie gagne aujourd'hui ce combat de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine, bien évidemment, la Russie aura plus de ressources à se concentrer sur ses pays alliés et amis en termes dans le cadre de leur collaboration. C'est le lieu de revenir sur le mot dénazification, parce que on nous dit souvent, on dit le mot, quand on parle de démilitarisation, on comprend qu'on ne veut pas avoir on veut détruire les armes que le pays à emmagasiner, que ce soit les armes de destruction massive. Mais quand on nous parle de dénazification, c'est un mot dont on nous parle. En quoi cela consiste véritablement? Et ça, je pense qu'il convient que les gens comprennent que si le monde a connu la Deuxième Guerre mondiale, c'était ceux qu'on appelait entre griffes les nazis qui ont envahi l'Europe et qui ont combattu les autres pays qui voulaient les annexer. Et ces peuples aujourd'hui existent encore. Cette idéologie a encore des membres très influents aujourd'hui en Ukraine, en Ukraine et puis en Russie. Et il y a de cela 10 ans en arrière, le président Poutine avait dénazifié même la Russie. Il disait: je ne voudrais plus voir de nazis chez moi. Et une bonne partie ont fui effectivement se retrouver en Ukraine. Et je vous assure que la pensée des nazis, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en Russie? Ils tuaient systématiquement les Noirs qu'ils voyaient dans la rue pour saper la politique internationale de la Russie. Et le Poutine dit: mais écoutez, moi je suis aujourd'hui un géant du monde, de la mondialisation. Je ne peux pas permettre à ce qu'on tue les citoyens étrangers sur mon territoire, parce que là, c'est contre les principes de moi en tant que président. Et il les a chassés de son pays. Aujourd'hui, ils se sont réfugiés en Ukraine et il dit: je m'en vais les chasser de là-bas aussi. C'est de ça qu'il s'agit, le combat en Ukraine, pour faire une parenthèse sur la crise en Ukraine. Donc, en quelque sorte, à la fin de la journée, la crise ukrainienne aujourd'hui va amener le monde à connaître une stabilité à la fin. Une stabilité parce que il y aura une nouvelle cartographie qui va profiter à l'Afrique en grande partie, parce qu'il y a une hégémonie occidentale aujourd'hui qui ne dit pas son nom, qui fait que les Africains sont infantilisés dans leur prise de décision. On a l'impression qu'on n'a pas droit de prendre des décisions nous concernant. On a l'impression que nous n'avons pas de faculté à recenser, à apprécier nos besoins et définir la solution qui correspond à ce besoin, et que si on le fait sans le chaperonnage de nos anciens colonisateurs d'hier, nous sommes des chiens à battre. C'est dommage. L'issue de la crise en Ukraine aidera beaucoup les pays africains, en particulier les pays qui entretiennent des relations étroites avec la Russie. Ouais, plus 228 90 99 97 90 99 97. Bonjour à tous les invités. Le Mali paye sa marche vers l'indépendance totale. Les hommes politiques qui aspirent au pouvoir soutiennent toujours que la France n'en est pour rien. Écoutez, ce n'est qu'un secret de polichinelle que nos chefs d'État reçoivent les instructions de Macron. Je ne suis pas surpris que l'honorable Tama voit la réalité, mais préfère nous distraire. Le complot est bel et bien là. C'est trop facile de dire que le Mali peut quitter la CEDEAO. C'est décevant. Simlewa et ça à Wangelo Akara. Jerry? Nous sommes sur un débat. J'ai des positions que j'ai toujours tenues depuis le départ. C'est tout à fait naturel que des gens ne soient pas de la même position. C'est tout à fait normal. Je n'aurai pas l'outrecuidance d'empêcher les gens de réfléchir par eux-mêmes. Mais j'ai une position que je défends. Et vous savez, moi, je suis un grand patriote. J'ai fait toute la scolarité que j'ai. Je suis aujourd'hui politicien parce que j'aime mon pays et je veux demain, si je suis à la tête de ce pays-là, pouvoir faire évoluer non seulement les mentalités, mais les énergies que nous avons. Je suis d'accord que le Mali ait la liberté de nouer des relations avec qui il veut. C'est toute sa souveraineté. J'aimerais aujourd'hui que notre pays, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec beaucoup de réussite plus ou moins, on a des relations avec parfois des pays qui sont opposés. On avait de bonnes relations avec Israël et nous avons de bonnes relations avec beaucoup de pays arabes sans aucun problème. Le Togo a failli abriter le sommet Afrique-Israël. Donc, parce que nous recherchons nos intérêts. Et moi, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas dans une
opération de suzeraineté. Et quand je regarde beaucoup de chefs d'État aujourd'hui, je n'en connais pas beaucoup qui ont le droit sous la couture parce qu'un Macron ou bien un autre pays leur parle. C'est ma position, c'est ma conviction, c'est sur la base du peu que je sais, des leaders politiques que je connais, c'est la plupart du temps, c'est des gens qui aiment leur pays. Mais en réalité, aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler, prenez l'exemple du Vietnam. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine est une ancienne colonie et du Japon et des Britanniques. Le Vietnam a connu plus de bombes sur son pays que même lors de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de pays asiatiques qui ont connu la colonisation, aujourd'hui sont de grands dragons. Vous êtes même à côté, vous travaillez au Singapour. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes, Africains, responsables de nos propres turpitudes. C'est parce que nous-mêmes, on se vend moins cher à l'extérieur pour avoir des avantages. La responsabilité, c'est nous. On fait en fait une fuite en avant et c'est le propre de nous-mêmes Africains. La plupart du temps, ce n'est jamais nous les responsables. C'est les autres. La faute, c'est aux autres. La faute, ce n'est jamais nous-mêmes. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays que je vous ai cités, c'est des pays qui ont été colonisés. En 60 ans, on avait exactement le même PIB que le Vietnam. On avait le même PIB, même après le Cambodge a été complètement rasé. Aujourd'hui, ces pays-là sont debout, se développent et nous importons le riz, les tomates, les machins, tout de ces pays-là. C'est à nous de développer notre industrie. C'est à nous, par amour de notre pays, de refuser d'aller construire des appartements. Je ne sais pas si lui-là a un appartement en France. D'aller acheter des appartements en France, d'aller mettre... C'est nous qui prenons l'argent de nos pays pour les mettre dans les banques. Pas en France, en Allemagne. Pour les mettre dans les banques en Europe. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous forcer, tordre la main pour nous dire de prendre notre argent pour mettre dans les banques. Aujourd'hui, s'il y a une responsabilité à fouiller, c'est nous, les responsables de la situation. Et je veux autant qu'on se remette en cause. Qu'on remette en cause nos dirigeants. Qu'on remette en cause. Et c'est pour ça que je fais la politique, c'est pour ça que je suis dans l'opposition, c'est pour ça que j'ai envie de venir au pouvoir un jour. Mais qu'on remette en place la gouvernance de nos élites qui nous vendent moins cher à l'Occident, au lieu de passer notre temps à dire c'est l'Occident, parce que comme M. Mitterrand et Jacques Chirac l'a dit, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. La France a un intérêt, s'il peut nous annexer, il nous annexe. C'est à nous de résister et c'est à nous de faire en sorte que nous ne vendons pas moins cher nos pays à l'extérieur. C'est tout. Vous voulez répondre à sa question? Non, il n'y a pas à répondre. Pour nous dire s'il a un appartement ou pas. Si moi j'avais l'argent d'un appartement à Paris, si j'avais l'argent d'un appartement à Paris, je me serais fait une très belle villa à Tchitchao sur ma colline. J'ai une très belle colline. C'est comme si tu étais dans l'avion quand tu es là-bas. J'aurais fait une villa là-bas. Mais maintenant, au fait, la question, je crois, la personne voulait savoir l'issue de la guerre en Ukraine. Selon que la Russie gagne ou perd, quels seront les effets sur le Mali? Je vais vous rassurer, la Russie ne perdra rien. Plus on l'agresse en Ukraine, plus elle sera vindicative en Afrique, parce que Macron a dit que ce n'est pas la peine de se fatiguer avec la France, il suffit de lui prendre ses colonies francophones. Il l'a dit, il le fera. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter, la Russie ne perdra rien. Maintenant, je crois que l'histoire Mali, nous sommes patriotes, monsieur Tama, c'est parce que moi je suis patriote. Je sais par expérience que ce que la France fait aujourd'hui au Mali, elle le fera au Niger, elle le fera au Burkina, au Bénin, au Togo, tous nos pays. Regardez comment des journalistes français ont osé, après tous les services que Ouattara leur rend, lui dire, ben, écoutez, ton cacao là, ça détruit les forêts, nous on ne va plus acheter. C'est pas quand même un journaliste français qui doit poser une... On le fait pour tous les pays. Non, mais pas Ouattara. Le Myanmar aujourd'hui produit des palmiers, on trouve que les palmiers détruisent la forêt. Le Brésil... Le Myanmar, ils n'ont pas d'abord réglé le problème des Rohingyas. On les massacre, personne ne dit rien parce qu'il y a des compagnies qui exploitent le pétrole. Le Brésil aujourd'hui est indexé parce que on détruit la forêt par rapport à donc c'est pas nouveau. À Ouattara, on devait dire ça. Moi, je suis d'accord avec l'environnement. Mais vu ce que Ouattara fait pour la France, ce n'est pas un journaliste français. Moi, c'est pas ce que Ouattara fait. Jonathan pense que nous concentrons tous les débats sur le Mali et qu'on devrait parler du Togo, de ses difficultés sociales. Le Mali, c'est à 1000 francs déjà. Les solutions au problème de la vie chère, c'est bien enregistré. On va prendre, nous sommes pratiquement à la fin. Jerry va nous faire don du maïs si... Non, mais moi je cultive 93 58 maïs, pour moi, 43 93 58 43. Alors, bonjour à nos invités. Mes questions sont les suivantes. Je voudrais savoir si la France finance la CEDEAO.
Les Non. sous-préfets de la France aux cheveux noirs, aux idéologies noires, ne pensent pas que ces sanctions dictées contre le Mali ne font que donner la force au gouvernement malien. Dernière question, pourquoi la France ne veut-elle pas quitter le Mali? J'apprécie M. Sogoyou. Sylvestre depuis Kégué. M. Dojo, est-ce que la France finance la CEDEAO? Bon, dit directement que la France finance la CEDEAO, c'est trop dit. La France a des relations à travers ses agents de développement avec des pays de la CEDEAO. Des pays, ouais. Ok, donc là, quand vous voyez AFD, ce qu'elle apporte plutôt en termes d'aide financière à chacun des pays dans lesquels cette agence est présente est très importante. La CEDEAO, son budget est nourri par la cotisation des États membres. Voilà. On est d'accord. Relevé à la frontière, parfois directement. Justement, il y a Sur des les droits de quantités- douane. Justement, il y a des quantités qui 1% sont. qui, Ouais, il y a des normes qui sont définies là-dessus sur le prélèvement de certaines taxes. Ils ont uniformisé le code de droit de douane. Hein, aujourd'hui, tous les pays de la CEDEAO de la côte, ils ont le SIDAM comme instrument pour la normalisation des procédures douanières. Donc la CEDEAO finance son budget de fonctionnement à travers ses sources de prélèvement. Alors la France ne finance pas directement la CEDEAO, mais la France renforce la capacité de ses pays membres, des pays partenaires plutôt amis à elle, à travers ses financements, en fait que ces pays puissent participer au financement de la CEDEAO. On va conclure notre forum en 30 secondes de Jerry Tama. Que retenez-vous? Le Mali ira-t-il loin ou vous pensez qu'il y aura une entente dans les jours à venir? Non, je pense qu'on va avoir une entente, mais au moins peut-être que cette leçon apprenne à tous les pays qui doivent renforcer leur capacité économique pour être réellement indépendants. Ce que nous recevons parfois de la France, c'est 2 fois ce que nous mettons dans les banques françaises à l'issue de la corruption. Monsieur Kégué Sogoyou? Eh bien non, moi je crois que le Mali est un pays modèle que tous les Africains devaient suivre, pas seulement francophones, que tous les Africains doivent suivre, parce qu'il est en train de nous tracer la voie de l'indépendance véritable. Il a cité le Vietnam, le Cambodge, tout ça, ils ont pris l'indépendance véritable. Le président du Cambodge ou du Vietnam ne demande pas à l'Élysée ce qu'il doit faire. Voilà. Monsieur Dejero? Le Mali déjà a démontré qu'il ira très loin. Et plus vous punissez le Mali, plus vous démontrez sa capacité à répondre et à avoir une population soudée autour de ses dirigeants actuels qui témoignent de la gratitude et de la solidarité infaillible vis-à-vis de leurs nouveaux dirigeants qui l'admirent d'ailleurs. Et nous ne pouvons que soutenir nos frères maliens et témoigner notre empathie à leur endroit et à travers ces émissions leur témoigner combien de fois nous les encourageons, que nous sommes de corps avec eux. Merci. Merci infiniment d'avoir nourri cette discussion. C'est la fin de New World Forum de cette semaine. Nous remercions à Clesson pour la réalisation. Seigneur Amaglo aux réseaux sociaux. Très bientôt, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.